Ordonnance, climat, Notre-Dame-des-Landes, médias, glyphosate et géopolitique, élection de Laurent Wauquiez, plan climat ou encore réforme de la santé, la fin d'année 2017 a été chargée pour la politique française. Avec la France insoumise comme opposition de premier front, le gouvernement d'Emmanuel Macron a lancé ses premières mesures. Et vendredi 15 décembre dernier, c'est Laurent Legendre, candidat insoumis de Villeurbanne aux dernières législatives, qui s'est chargé d'un premier bilan. À l'occasion d'une rencontre scolaire dans l'école de journalisme HEJ, le trentenaire a répondu aux questions de Yélène Ravier, étudiante à Villeurbanne. Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Laurent Legendre, candidat France Insoumise aux législatives de 2017. Bonsoir. Donc on va parler un peu politique aujourd'hui. Premier sujet d'actualité, est-ce que vous pouvez nous parler du CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et la France, qui fait beaucoup de débats en ce moment? Oui, il faut savoir que le CETA aujourd'hui a été ratifié par la Commission européenne et donc il est déjà entré en vigueur en fait, depuis le 20 septembre à peu près de 2017. Et donc ses effets sont déjà aujourd'hui effectifs et pourtant il n'a pas été passé devant le Parlement français. Donc ça peut être déjà un des premiers reproches sur la forme qu'on peut faire à ce traité de libre-échange, c'est qu'il est en vigueur alors qu'en fait la démocratie au niveau national n'a pas pu s'effectuer. Donc on ne sait pas au final ce que pense la représentation nationale sur le sujet. Et puis après sur le fond, c'est un accord de libre-échange qui donc permet à ce qu'on déplace de plus en plus de marchandises d'un bout à l'autre de la planète et qu'on mette en concurrence des produits avec des normes environnementales de plus en plus vers le bas. Donc on pense nous que c'est vraiment un traité à refuser et que s'il passe à la ratification au Parlement français l'année prochaine, les députés de la France Insoumise voteront contre. Récemment, en parlant d'écologie, il y a aussi eu le One Planet Summit qui a succédé à la COP23. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette initiative d'Emmanuel Macron, le président? Oui, alors c'est quelque chose qui est vraiment très récent, là ça vient de se terminer et c'est effectivement un événement important avec des banques au niveau mondial. Il y avait les plus gros investisseurs, les plus grands groupes financiers au niveau mondial qui ont essayé de dire qu'il fallait effectivement que la finance aille dans le sens de l'écologie et que de plus en plus on essaye de financer des projets écologiques. Nous on pense qu'aujourd'hui c'est plutôt du greenwashing puisque dans les faits, il s'engage aujourd'hui de passer de 3 à 5% l'investissement effectivement écologique, mais donc il reste 95% des investissements qui ne rentrent pas dans des grilles écologiques. Donc ça nous paraît quelque chose de finalement très inefficace et pas du tout à la hauteur des enjeux de réaliser la transition écologique le plus vite possible pour être en dessous des 1,5 degré de la COP21. C'est justement le problème souvent évoqué par les représentants de votre mouvement. Emmanuel Macron semble avoir fait de l'écologie l'un de ses chevaux de bataille et en même temps privilégié des traités comme le CETA. Nicolas Hulot, dans tout ça, quel poids peut-il avoir dans cette politique? Nicolas Hulot il est dans une situation particulière. Nous, on pense qu'il sert plus de caution à ce gouvernement que de réellement infléchir dans le bon sens. Aujourd'hui, on voit les reculs sur le nucléaire. On voit des choses sur le glyphosate, par exemple, où finalement ce produit est encore autorisé pour 5 ans de plus dans l'Union européenne. Donc aujourd'hui, le compte n'y est pas en termes de bilan écologique. On va voir ce qui va se passer sur Notre-Dame-des-Landes. La décision doit être prise au mois de janvier. Est-ce que cet aéroport va finalement se réaliser ou pas? Je pense que Nicolas Hulot, même s'il a dit qu'il n'en faisait pas une ligne rouge, ça fera quand même une couleuvre de plus à avaler si l'aéroport se fait. Donc nous aujourd'hui on trouve dommage que Nicolas Hulot soit allé du côté du mouvement d'En Marche et qu'il aurait plus sa place chez nous. Et que répondez-vous aux gens qui sont plutôt pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui disent qu'il y a eu un résultat démocratique et qu'il faut respecter le référendum? C'est sûr que cette question du référendum, elle est très importante et qu'aujourd'hui, on ne peut pas balayer ce référendum comme ça. Maintenant, aujourd'hui, ce référendum, il a été fait sur un périmètre en particulier, qui était un périmètre plutôt restreint, alors que cet aéroport a une vocation à être un aéroport national, voire international. Donc finalement, est-ce que le périmètre du référendum était le bon? On pense pas, on pense que ce référendum aurait dû être un référendum national. Et poser en fait la question, au-delà de ce simple aéroport-là, est-ce qu'aujourd'hui le modèle de développement qu'on veut, c'est de développer des infrastructures aéroportuaires partout? Il faut savoir qu'en France, on est un des pays qui a le plus d'aéroports ramenés au kilomètre carré.
on a un nombre déjà très important d'aéroports. Donc je pense qu'il faut plutôt changer de modèle, remettre les choses sur les rails et dans les bateaux, et que c'est plutôt ça aujourd'hui qui répond aux enjeux écologiques. Récemment, notamment après son passage à l'émission politique, Jean-Luc Mélenchon a annoncé une pétition pour créer un recours déontologique pour les journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça faisait partie des propositions de l'Avenir en commun dans le programme qui était porté pour la présidentielle. Donc c'est très bien, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de reproposer et de montrer que finalement notre programme, qui est quelque chose de très cohérent, peut encore vivre aujourd'hui et est toujours valable. Donc cet appel à signature remporte un certain succès, puisqu'il y a aujourd'hui 150 000 personnes qui soutiennent cette démarche de créer une charte de déontologie et d'avoir une sorte d'institution qui viendrait la rendre vivante. Ça me paraît vraiment une très bonne chose qu'on remette de la démocratie partout, y compris dans les médias, et que les journalistes qui ne font pas bien leur travail puissent être critiqués, comme les élus qui ne font pas bien leur travail puissent être critiqués, et etc., etc. Même si cette initiative pourrait plaire et servir à des politiques de tous bords confondus, qu'est-ce que vous leur répondez, puisqu'ils ont cette image de l'étiquette France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous leur répondez pour les convaincre ? Que nous, on est là pour travailler sur le fond et qu'il faut regarder les propositions. Est-ce qu'elles sont d'intérêt général? Est-ce qu'elles répondent à des enjeux du moment? Peu importe finalement si c'est un tel ou un tel qui porte la mesure. Voilà, aujourd'hui, si Emmanuel Macron donnait un coup de pouce au SMIC au mois de janvier, c'est pas parce que c'est Emmanuel Macron qui le porterait qu'on refuserait de prendre le coup de pouce. Et dernière question sur la création du média. Donc encore Jean-Luc Mélenchon a annoncé la création d'un média indépendant, totalement indépendant de la France Insoumise. Qu'est-ce que vous en pensez d'une part, et qu'est-ce que vous répondez encore une fois à ceux qui étiquettent l'initiative comme une filiale de la France Insoumise ? La création de ce nouveau média qui s'appelle Le Média, justement, montre qu'il y a une envie, je pense, de la part à la fois de la profession et à la fois des téléspectateurs, d'avoir un média différent, qui ne soit pas axé sur le libéralisme économique et une forme de pensée unique sur le fait qu'il n'y a un seul moyen de faire les choses, notamment en termes économiques. Et nous, on voit ce média d'un bon œil, puisqu'il va porter des valeurs féministes, des valeurs altermondialistes, des valeurs écologiques. Moi, j'ai regardé l'émission dans laquelle il présentait l'équipe qui avait rejoint le média. Il y a une équipe très diverse, très variée. Il y a quelqu'un qui vient du Figaro, qui s'est fait recruter dans le média. Donc en fait, je pense qu'on va avoir là un outil d'une grande qualité, qui sera complètement indépendant de la France Insoumise. Et les professionnels qui rejoignent ce média, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt, eux, dans leur carrière professionnelle, d'être attachés spécifiquement à la France Insoumise. Et qu'au contraire, on a là une démarche très saine qui va peut-être faire bouger les lignes aussi dans les médias dominants. Merci beaucoup, monsieur Legendre. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir regardés. Bonne soirée.